bon, on va essayer de récupérer les informations pour comprendre, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est justement les dysfonctionnements qui ont pu donner lieu, même si on comprend bien que votre prédécesseur avait fait le choix, visiblement, de ne pas informer alors qu'il était au courant de cette situation, de ce qu'on comprend, et que du coup, vous avez toutes les deux hérité à tour de rôle de ce dossier. Est-ce que peut-être, sans forcément, du coup, pas sur ce dossier-là, mais dans le cadre de vos fonctions à toutes les deux, est-ce qu'il vous est arrivé de faire des déclenchements d'article 40 ou de signalements sur des faits de violences sexuelles, de harcèlement, de violences physiques, de racisme, euh, pendant votre mandat de présidente de fédération? Donc peut-être Madame Pechla, puis Madame Nourri, s'il vous plaît. Oui, ça tombe bien, parce que ça me permet aussi de faire un petit récap sur le volet éthique de la FFG quand je suis arrivée début 2020. C'était facile hein, comme dossier, c'était une page blanche, hein. Il n'y avait absolument rien, donc tout était à construire. Donc on a nommé 2 référentes intégrité, une élue, l'autre la DTN. On a créé un comité éthique, on a réactivé la commission disciplinaire. La Fédération française sport de glace s'est portée partie civile dans 2 affaires donc, qui concernaient des violences sexuelles. Avec Colosse Bergil, donc la formation des cadres techniques sportifs, la sensibilisation lors des regroupements équipe de France, donc auprès des jeunes, 15 actions de sensibilisation dans les territoires. On a créé des outils de com pour l'ensemble des clubs, pour que les témoins ou les victimes puissent justement solliciter, en tout cas témoigner via la cellule signal sport, et en même temps mettre les coordonnées de la référente intégrité, et qu'on ait ces 2 biais-là pour traiter leurs témoignages. On a créé des codes de bonne conduite, notamment pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les encadrants. Et puis j'ai lancé le projet SAIES, donc lutte contre les violences sexuelles en Europe. Je peux développer, mais bon, c'est peut-être pas utile. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes. Pendant tout donc mon demi-mandat, on a clôturé 15 affaires qui concernent des violences sexuelles, physiques ou morales. Il y en avait 6 sous arrêtés préfectoraux. Voilà. Et quand je suis partie, il y en avait encore 8 en cours. 5 qui concernaient des entraîneurs, une affaire qui concernait un patineur et 2 des dirigeants. Il y a eu 11 médiations avec le comité éthique, 10 interventions d'associations spécialisées donc pour suivre et aider les victimes, 9 cartes professionnelles suspendues ou retirées et 5 passages devant la commission disciplinaire, plus 4 saisines. Est-ce que vous pouvez juste nous préciser sur ces 15 affaires que vous avez clôturées sous votre demi-mandat, est-ce que c'est des affaires qui étaient déjà enclenchées ou alors c'était des affaires dont vous aviez connaissance mais qui n'ont jamais été traitées, ou alors est-ce que c'était des procédures qui étaient déjà engagées que vous avez terminées? Pour les 3 quarts, c'était des vieilles affaires qui sont ressorties à ce moment-là puisque la parole a été libérée. Donc, Mais donc il y avait déjà une enquête en cours? Non, il y avait déjà eu des signalements de faits? Non, il n'y avait absolument rien. On est vraiment au tout début des dispositifs de la lutte contre les violences. Donc il n'y a absolument rien. Il y a juste cette parole qui se libère. Et il y a des gens qui, 10, 15, 20, 30 ans après, nous envoyaient des témoignages. Mais est-ce que vous savez si, par exemple, votre prédécesseur était informé de ces affaires? Honnêtement, je pense pas. D'accord. C'était l'omerta. Et puis il y avait, encore une fois, ça semble pas loin, mais c'était pas la même époque. Il y avait pas, on ne savait pas vers qui se tourner, vers qui s'adresser. Madame Nourri? Oui, alors c'est vrai qu'actuellement, donc la fédération est partie civile pour notamment le cadre des procédures en cours suite aux articles 40 de l'inspection générale. J'ai également une plainte contre X en cours et malheureusement je ne pourrai pas développer le sujet. Et j'ai également un article 40 qui a été déclenché par un de mes référents intégrité. Alors, vous nous indiquez que l'inspection a fait des articles 40. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, pourquoi c'est l'inspection qui fait les articles 40 sur la Fédération Sport de Glace? Alors, c'est vrai, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette inspection générale a été vraiment profitable puisque ça a été un travail titanesque en un temps record. Il y a certaines choses que
je n'ai peut-être pas eu le temps de voir tout de suite, mais en tout cas, oui, il y a eu des articles 40. Et puis alors attention, Nathalie Péchala l'expliquait tout à l'heure également. Moi, dans ma partie de rapport, finalement, cette partie est très maigre, hein, puisque je n'ai quelques mois de gouvernance, et le reste du rapport m'est complètement occulté. Donc même au-delà des articles 40, ils sont pour la plupart floutés, et c'est vrai que de manière à pouvoir accéder aux informations et pouvoir rebondir le mieux possible, parce que là encore, c'est un point d'honneur que je mets. J'attends les conclusions des différentes procédures, et évidemment, je peux vous garantir que la Fédération française des sports de glace aura la meilleure attitude, la bonne attitude qu'il faudra par rapport à ces affaires. Donc c'est pour ça que cette procédure de partie civile est en cours. Alors, en 2023, l'ancien champion du monde de patinage artistique, Brian Joubert, a été accusé de violence dans son club de Poitiers. Il est par ailleurs soupçonné d'avoir entretenu une liaison avec une patineuse mineure. Comment la fédération a traité cette affaire, puisque là, c'est sorti en août 2023. Alors justement, il y a un certain nombre de signalements et d'articles 40. Alors moi, je tiens quand même à signaler que je bénéficie du rapport, donc d'une synthèse des signalements qui arrivent à la fédération. Je ne suis pas destinataire, je ne les lis pas, donc je n'ai aucun détail de ces signalements. Par contre, dans notre process, les référents intégrité peuvent, ainsi que le rapporteur, peuvent demander une saisine de la commission disciplinaire. Donc aujourd'hui, j'ai 7 dossiers en commission disciplinaire, et donc là, je suis actrice et je mets en œuvre tout ça. Pour le reste, c'est vrai que concernant les signalements et leurs détails, déjà, c'est sous confidentialité et je n'y ai pas accès. Et justement, alors quand il y a des signalements qui sont faits, même si vous n'avez pas accès à l'ensemble du dossier, donc vous avez ces fameuses commissions disciplinaires, par exemple sur une affaire comme celle-ci, est-ce que vous prenez des mesures à titre conservatoire ? Alors, la commission disciplinaire aujourd'hui peut prendre une mesure conservatoire, hein, de manière à protéger tout le monde, et j'insiste, tout le monde. Pour autant, ce dossier sera traité très prochainement, début novembre, mais c'est vrai qu'encore une fois, je ne suis pas dans cette boucle, et je confirme la constitution de cette commission disciplinaire. Nathalie Péchala l'a précisé également tout à l'heure. Elle est constituée d'avocats qui sont soit en disponibilité maintenant ou toujours actifs. Alors, au-delà des articles 40, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des signalements à Signal Sport ? L'une et l'autre. Moi directement jamais, puisque pour moi c'était la mission de la référente intégrité, donc qui était en lien avec Fabienne Bourdet à l'époque et qui faisait voilà, la passation de données. C'est un sujet qui est complexe, l'éthique, puisque le président doit rester en dehors de cette boucle. Alors le comité éthique peut, enfin, sauf si ça a changé, mais on avait fait tout un process de traitement selon la gravité et l'urgence des signalements qu'on recevait. Le comité éthique peut décider de saisir directement la commission disciplinaire, et à ce moment-là, j'en étais informée. Mais sans cela, on n'a pas le détail des signalements, évidemment. Je ne parle pas forcément de signalements qui vous arrivent par l'extérieur, mais par exemple, tout à l'heure, on a eu des personnes qui nous ont dit certaines victimes viennent directement s'adresser à nous. Et dans ce cas-là, vous avez tout à fait la possibilité, vous, en tant que personne qui recueille cette parole de victime, de faire soit un article 40, soit de faire un dépôt à Signal Sport. C'était la question, en fait. Est-ce que vous avez déjà été dans ce cas de figure où vous avez eu à faire des signalements, soit en tant que président d'ailleurs, soit tout au long de votre présence dans le monde du patinage artistique, en tout cas des sports de glace? J'ai eu 2 sportifs de haut niveau, j'ai eu une sportive de haut niveau qui m'a contactée directement à titre personnel pour m'informer. Les violences n'avaient pas eu lieu dans le cadre de sa pratique sportive,
mais je l'ai quand même dirigée donc, à titre personnel via l'association Colosse au pied d'argile. Et la deuxième personne, ça n'a pas été la victime directement, mais ça a été un proche, très proche, la maman. Et ça mettait en cause un entraîneur, enfin plus spécifiquement une entraîneuse, qui était déjà sous arrêté préfectoral. Mais dans ce cadre-là, vous avez quand même signalé les faits, même s'il y avait une procédure qui était déjà en cours? Non. Non, parce que déjà la procédure donc, était en cours donc, sur le deuxième cas. Et c'est un entraîneur qui était à l'étranger, on ne savait même pas dans quel pays. Et je vous dis, elle était déjà sous arrêté préfectoral. Et la première personne dont je vous parle, je considère qu'elle m'a appelée à titre personnel. Et ça n'est pas à moi de prendre les décisions sur les suites qu'elle veut donner. Je l'ai orientée vers l'association et je sais qu'il y a eu peut-être déjà encore actuellement un long suivi avec cette association. Pour vous, Madame Nourri? Pardon. Moi, concernant les référents intégrité, oui, il y a déjà eu des signalements auprès de Signal Sport. Dès que ça rentre dans leurs prérogatives, évidemment. Autrement, c'est systématiquement redirigé sur le comité éthique, puisqu'il y a des règles bien particulières pour les orientations. Sinon, effectivement, le comité éthique peut se saisir directement. Et d'ailleurs, dans les améliorations que je tenais également à apporter dans le futur, c'est de pouvoir mettre en place cette mesure conservatoire d'urgence, mais vraiment d'urgence, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, seule la commission disciplinaire peut la mettre en place. Il y a donc un délai entre 8 et 10 semaines, si ma mémoire est bonne, concernant le délai pour statuer. Et évidemment, lorsque c'est vraiment urgent, j'ai envie de dire que c'est toujours trop long. Donc, dans cette réforme des textes, nous avons proposé, élaboré l'hypothèse et la possibilité de considérer 3 personnes, c'est-à-dire le président de la fédération, le président du conseil fédéral et un autre élu. Donc 3 personnes, on a pensé que c'était le bon équilibre pour pouvoir, suite à un vote, mettre en toute urgence une mesure conservatoire. Les textes ont été proposés évidemment au ministère et ont été validés. Donc j'ai bon espoir que tout cela passe au vote le 25 novembre prochain normalement. Alors j'entends, mais ma question en fait se référait plutôt à vous, à titre personnel, en tant que présidente ou d'ailleurs en tant que personne qui a été au contact de personnes dans le sport de glace. Est-ce que vous avez déjà eu affaire ou été informé de faits qui auraient nécessité soit un signalement, soit un déclenchement de l'article 40? Non, moi à titre personnel, je n'ai pas été informée de faits déclenchant un article 40 ou tout autre signalement. Pourriez-vous nous expliquer comment sont menées les enquêtes du comité d'éthique et la référente intégrité chargée d'enquêter quand les violences sont signalées? Moi, je peux vous dire ce qu'il en était entre 2020 et 2022. La référente intégrité donc, avait le premier témoignage, donc 2 témoins ou 2 victimes, faisait un petit peu d'ordre, c'est-à-dire qu'elle rappelait, elle creusait, elle avait toute une liste de questions auxquelles elle devait apporter des réponses afin de constituer un dossier qu'elle faisait passer au comité éthique. Le comité éthique étudiait donc le dossier et en fonction de la gravité ou de l'urgence, saisissait la commission disciplinaire ou bien proposait une médiation ou poursuivait l'enquête. Voilà. Madame Nourri. Oui, donc le process est toujours un petit peu le même, donc avec évidemment la bonne orientation. Lorsqu'il s'agit d'éthique, c'est le comité éthique. Lorsqu'il s'agit de violence, c'est Signal Sport. Et c'est vrai que la première intention, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est d'aller vers nos référents intégrité, qui pour le coup, je peux vous le confirmer, sont très réactifs et s'assurent vraiment de la bonne écoute. Ils prennent attache directement auprès des personnes ou des structures et n'hésitent pas à orienter les victimes ou les gens concernés vers d'autres structures pour un accompagnement psychologique ou autre. Et je pense notamment
aux associations qui sont en place, Colos ou La Voix de Sarah, qui a aussi été sollicitée à plusieurs reprises. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de vraiment compléter ce panel d'associations qui pouvaient écouter, répondre et faire aussi cette prévention, parce que c'était nécessaire d'avoir un bon suivi et nous sommes vraiment soucieux de l'accompagnement et comment dire, la possibilité de se rétablir pour nos sportifs. Donc dans les deux cas, que ce soit sous votre présidence à Madame Pechelin ou Madame Nourry, il y a une enquête qui est mise en route. On entend la victime, on entend la personne mise en cause. C'est comme ça que ça se passe? La victime, si elle est mineure, si elle est très jeune, c'est plutôt les parents. Généralement, la référente intégrité, elle n'appelle pas le prédateur potentiel. Ça, c'est plutôt au comité éthique de s'en charger. Et ensuite, lorsque la saisine de la commission disciplinaire se fait, on nomme un chargé d'instruction qui, lui, va être amené à étoffer le dossier, donc des deux parties. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est très compliqué d'aller recueillir des informations. Et par exemple, on a eu un dossier qui mettait en cause un cadre technique de la fédération. La DRAGES était informée et menait son enquête. La DRAGES attendait nos conclusions de la commission disciplinaire, alors que nous attendions les conclusions de la DRAGES parce qu'eux avaient les moyens de recueillir plus d'éléments. Et donc, on est dans un espèce de système où on nous demande de prendre des décisions sur des éléments qu'on n'arrive pas vraiment à recueillir puisqu'on n'a pas l'autorité pour. Et donc, moi, personnellement, je me suis sentie extrêmement démunie. Comment ça s'est terminé, du coup, cette affaire avec... du coup, qui a pris la décision en premier? Moi, je leur ai dit à la DRAGES, c'est vous qui êtes compétent en tant qu'organe déconcentré du ministère pour aller chercher les informations. Donc, non, ne nous attendez pas. Je leur ai rappelé le sens de cette enquête. Et quand je suis partie, il me semble que ça devait être encore en appel ou que la commission disciplinaire n'avait pas encore statué. J'ai un doute. Je ne sais plus. Madame Nourry. Alors moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui on est peut-être un petit peu plus incisif, entre guillemets. C'est que nos référents intégrité appellent les deux parties, que ce soit victime ou prédateur. Ils évaluent et saisissent si nécessaire ou orientent, toujours dans cette bienveillance. Et je voulais ajouter aussi qu'au niveau de Colosse au pied d'argile notamment, les mineurs peuvent parfaitement s'exprimer sous autorité des parents, sous contrôle des parents, mais les mineurs peuvent aussi être entendus. Par des personnes qui sont formées à recueillir ces témoignages. Une référente intégrité ne l'est pas forcément. En tout cas, celle qui était à la fédération entre 2020 et 2022 ne l'était pas, et donc ça n'était pas préférable. Et donc, est-ce que la référente maintenant est formée au recueil des paroles des victimes mineures, j'entends? Exactement. Alors ça, excusez-moi, parce que c'est peut-être une nouveauté que j'ai oublié d'exposer, c'est qu'aujourd'hui, nos référents intégrité sont formés, suivent des formations auprès d'organismes habilités pour notamment être en capacité de recueillir ces paroles. Et quand bien même nous n'aurions pas cette compétence, évidemment, nous orientons le plus rapidement possible, encore une fois, pour porter aide et peut-être même secours à nos licenciés ou victimes. Alors, à quelle fréquence est-ce que vous contrôlez l'honorabilité de vos entraîneurs? Et lorsqu'il y a une incompatibilité qui est mise en lumière par le contrôle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous arrivez à vous assurer que la fédération met systématiquement fin au recrutement? Comment ça se passe? Le contrôle d'honorabilité des entraîneurs se fait à chaque fois qu'on a le renouvellement de la carte professionnelle. Voilà. Et sur le recrutement des entraîneurs, si vous parlez de ceux qui sont engagés par les clubs, c'est donc un problème qui concerne... Enfin, un problème. C'est donc un sujet qui concerne le club. Et la fédération ne peut pas intervenir dans ce recrutement, sauf si, bien sûr, il y a un arrêté préfectoral, si on a des éléments probants. Madame Nourry.
Oui, je vous remercie. Donc, alors, moi, ma réponse, elle est très claire, hein, c'est que le contrôle d'honorabilité est refait et renouvelé à chaque renouvellement de licence. Les délais de renouvellement de carte pro sont bien trop longs. Donc la licence, La licence, c'est à chaque saison. Et évidemment, je pense que dans les améliorations à apporter, c'est justement d'avoir peut-être une fréquence un petit peu plus intéressante. Et pour aller encore plus loin, j'imagine même d'avoir peut-être aussi des fichiers croisés qui pourraient être intéressants avec l'international. Alors sur ce contrôle d'honorabilité, lorsqu'il y a des mises en lumière d'incompatibilité, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fédération? Donc j'entends sur quand c'est d'un club, mais au niveau de la fédé. Juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une licence pour avoir une carte professionnelle. Donc il y a des éducateurs qui ont une carte professionnelle sans avoir de licence. Donc dans le pire des cas, évidemment, c'est la carte professionnelle. Alors aujourd'hui, encore dans les nouveautés, hein, nous avons mis en place, en vue de ce qu'on avait appelé au tout départ la maison des entraîneurs, mais qui va s'appeler une commission pour être plus en adéquation avec les commissions qui existent déjà, et je pense à la CFOA, la commission fédérale donc, des officiels d'arbitrage. Nous avons mis une licence entraîneur. Donc aujourd'hui, il est obligatoire d'avoir une licence lorsqu'on est entraîneur. Et évidemment, on est entraîneur lorsqu'on a une carte pro. Donc soumis au contrôle d'honorabilité. Et je tiens aussi à ajouter que est en place le code de bonne conduite pour les entraîneurs. Et c'est d'ailleurs un code que j'aimerais, avec mes équipes, mettre en place également au niveau des licenciés. Donc, je répète ma question. Lorsqu'il y a un contrôle d'honorabilité qui est fait, et là on ne parle pas que des entraîneurs, ça peut être des bénévoles, ceux qui sont autour de ces athlètes, de ces sportifs d'ailleurs, parce que ça peut aussi être du loisir. Quand il y a une incompatibilité qui est signalée au moment du contrôle d'honorabilité, quelle procédure est mise en place? Alors j'ajoute juste une petite précision, hein, c'est que les bénévoles donc, au contact de nos licenciés sont également soumis au contrôle d'honorabilité, en tout cas aujourd'hui. Évidemment, lorsqu'il y a un souci, j'ai envie de dire qu'il y a une blacklist, et là il faut absolument bloquer les choses. Alors, est-ce que c'est tous les bénévoles qui sont soumis au contrôle d'honorabilité? Alors, nous, notre moyen de contrôle, ce sont notamment les bénévoles qui sont soumis à la licence encadrant. Donc là, effectivement, il y a obligation d'avoir ce contrôle d'honorabilité. Sinon, c'est vrai que la définition du mot bénévole, elle est très très vaste. On essaye vraiment de balayer, d'avoir un maximum de gens qui rentrent dans le système pour pouvoir sécuriser au maximum nos structures. Voilà. Maintenant, alors, juste une on a précision. aussi. Donc, les encadrants ont un contrôle d'honorabilité. Vous indiquez qu'il y a une blacklist qui est mise en place lorsqu'il y a une incompatibilité. Ils disent qu'il faut s'y tenir. Mais en fait, c'est vous qui prenez la décision de vous y tenir ou pas. Donc, quels sont les outils dont vous vous dotez pour justement faire en sorte que tout cela soit respecté? On ne peut pas lister les gens comme ça. Donc on s'est posé la question quand on a mis en place tout le programme informatique pour contrôler l'honorabilité des bénévoles. Et donc la seule chose qu'on pouvait faire, c'était faire une blacklist à la main ou en fichier Excel qu'on puisse mettre dans le serveur fédéral, mais ça ne peut pas sonner directement sur votre module. C'est interdit par la loi. On ne peut pas ficher les gens comme ça. Voilà. Donc c'est à chaque fois aux équipes au sein de la fédération de s'assurer régulièrement, mécaniquement, que voilà, les 10-12 noms qui sont blacklistés ne font pas partie des licenciés. On ne peut pas interdire automatiquement la prise de licence. C'est dans le code déontologique de la prise de licence. Alors ça,